Bonjour! Bienvenue dans le café édition de votre podcast préféré, les nouvelles éditions. On vous sert quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de Rocambole, le Netflix des séries littéraires et plus précisément du feuilleton littéraire E2.0. Aujourd'hui, nous recevons donc dans notre café des nouvelles éditions Monsieur Julien Simon. Léa sera notre chef barista. À ses côtés, il y aura moi-même, Angélique. Et moi, Sophie. La semaine dernière, nous avons découvert comment le lecteur pouvait passer du rôle de spectateur au rôle d'acteur d'une histoire lors de notre interview avec Damien Maric. Avec Malfos, nous avons même découvert qu'il pouvait devenir enquêteur et résoudre un mystère. Oh, ce polar nous a donné des frissons, tout comme les séries policières. De séries policières, nous avons pensé aux séries littéraires. Existe-t-il une application qui propose des séries littéraires qui nous tiennent en haleine au fil des pages? La réponse nous a semblé évidente, Rocambole. Nous recevons donc aujourd'hui Julien Simon, directeur éditorial de l'application Rocambole. Alors moi, je suis Julien Simon, je suis directeur éditorial de l'application Rocambole, qui est une plateforme de streaming littéraire sur laquelle on publie des séries 100% originales et 100% exclusives. Donc voilà, c'est un petit peu le format de la série littéraire qu'on essaye de remettre un petit peu au goût du jour avec des épisodes qui se lisent très vite sur un siège de bus ou dans la file d'attente au supermarché. Et voilà, le but, c'est de remettre un peu de lecture sur les smartphones. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ce projet? Comment vous est venue l'idée? À quoi justement vous avez répondu en créant ce projet? L'application, elle existe depuis 2019, depuis septembre 2019. La société en elle-même existait depuis une petite année avant, et c'est le fruit d'une espèce de réflexion sur nos usages du numérique, justement, et nos usages notamment fragmentés, c'est-à-dire qu'on fait rarement la même tâche pendant 20 minutes consécutives sur un smartphone. On a le temps moyen d'ouverture d'une application, c'est même pas 2 minutes, je crois, c'est 1 minute 40 ou quelque chose comme ça. Et c'est pas tellement compatible avec de la lecture. C'est vraiment pas simple d'introduire la lecture. Donc l'idée derrière, c'était, nous, on est les 4 fondateurs des passionnés de lecture et de littérature. Donc l'idée, c'était en fait, pas d'adapter l'industrie éditoriale pour la faire rentrer, essayer de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. C'est-à-dire, on a des formats livres qui existent, qui sont vendus en librairie, mais qui ne sont pas forcément super compatibles avec l'utilisation numérique. Donc l'idée, c'était de créer un nouveau catalogue qui répondrait à ces contraintes d'économie de l'attention et qui, dès le stade de la création, dès le stade de l'écriture et même dès le stade du synopsis, en fait, répondrait à ces contraintes d'usage, en fait. D'accord. Mais est-ce que du coup, vous, à titre personnel, vous étiez impliqué dans le projet dès le départ, donc dans le noyau initial, ou est-ce que vous avez rejoint plus tard? Non, j'ai rejoint un peu plus tard. L'entreprise n'était pas encore officiellement fondée, mais le projet existait. Il avait notamment fait l'objet d'un crowdfunding sur KissKissBankBank, je crois. Crowdfunding qui avait été réussi, qui avait financé la première version de l'application qui ressemblait en fait davantage à un Wattpad qu'à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que n'importe qui, en gros, pouvait venir publier son texte sur l'application. Et moi, je suis arrivé après cette V1, je suis arrivé justement pour mettre un peu pas de l'ordre, mais pour apporter une éditorialisation en tant qu'éditeur à ce catalogue, hein, ce qui a consisté principalement à faire beaucoup de ménage sur les textes qui étaient déjà publiés sur l'application, et ensuite à chercher de nouveaux auteurs, de nouvelles séries, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui.
Et du coup, vous avez entendu parler de ce projet, par le financement, enfin, grâce au financement de KissKissBankBank, ou c'est parce que vous aviez justement des collègues, des camarades qui étaient déjà impliqués dedans? Non, j'ai entendu parler du projet sur les réseaux sociaux. Je trouvais que l'idée était bonne, je trouvais que l'équipe avait l'air super. Par contre, je trouvais que l'exécution, était pas, peut-être pas au top, en tout cas pas, ce qu'elle pouvait être parce que, bah, en l'occurrence, Wattpad, ça existait déjà, hein, donc c'était peut-être pas la peine de le refaire. Et moi, je suis venu avec l'idée justement, que, ce serait bien de pousser un peu le catalogue sur un aspect premium, hein, plutôt que sur un aspect, gratuit, libre, ouvert à tous et cetera. Un petit peu sur le modèle de Netflix ou de ce genre de service qu'on connaît tous par cœur maintenant. Donc l'idée, c'était, bah, voilà, de capitaliser sur cette plateforme, capitaliser sur l'équipe qui avait l'air super cool et changer un peu les règles du jeu en mettant des textes un peu plus qualitatifs, quoi. D'accord. Mais effectivement, donc vous êtes rentrés a posteriori. Aujourd'hui, on a vu que l'équipe compte 13 personnes, ce qui est quand même assez impressionnant pour enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que je suis assez impressionnée pour une start-up qui a commencé il y a cela même pas 1 an, en tout cas 1 an et demi en l'occurrence. Mmh. Je voulais savoir comment justement, enfin, comment vous avez réussi à grandir à ce point-là et comment, en fin de compte, vous arrivez un peu à articuler justement tous ces talents? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, alors oui, bon, en réalité, on est quand même plus que ça parce qu'il y a pas mal de freelances qui travaillent pour nous et il y a évidemment, beaucoup d'auteurs, hein, qui travaillent pour nous. Donc, je pense que si on devait faire vraiment le compte de tous les gens qui travaillent sur Rocambole, on serait plus proche d'une centaine que d'une dizaine. Hem Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est pas parce qu'on a 13 personnes dans l'équipe, qu'on a 20 personnes ou 50 personnes que l'application ou que le service rencontre le succès. Ça, c'est en gros les moyens dont on se dote pour essayer de rencontrer le succès. Heu, on a fait une levée de fonds donc auprès d'investisseurs privés, à l'été dernier. Donc on a levé 350 000 €, ce qui nous permet en gros, bah, voilà, de payer quelques personnes et puis de payer des auteurs, payer un graphiste et cetera. En fait, on se rend compte que l'argent part à une vitesse folle et on essaye de convaincre des investisseurs que, bah, peut-être que dans 2, 3, 4 ans, le service sera rentable. Mais avant ça, il faut créer un usage. On ne peut pas créer un service qui marche tout de suite. On doit d'abord convaincre les gens que ça va marcher. Donc ça, bah, ça passe par, une chouette appli, une chouette plateforme, des auteurs connus qui viennent publier dessus, ce genre de choses. Donc, tout ça, ça se construit et forcément, il faut de l'argent et c'est pas forcément de l'argent qu'on gagne. C'est de l'argent qui nous est donné sur, par des investisseurs qui misent sur nous, en fait. Bah, justement, pour rebondir, sur les auteurs, je me demandais, donc vous en avez qui en freelance et est-ce que, vous avez des auteurs qui écrivent spécialement pour vous? Mmh. Ouais, en fait, on a vraiment un fonctionnement de maison d'édition traditionnelle, dans le sens où vous avez un formulaire sur le site qui permet bah, d'envoyer une proposition et puis nous, on l'examine, on a un comité de lecture, on a des éditeurs, heu, on examine ça avec, toute l'attention possible et puis à côté de ça, on a ce qu'on a appelé notre fabrique. C'est, bah, maintenant ils sont une trentaine, hein, auteurs et scénaristes confondus, qui se mettent un petit peu en disponibilité et qui travaillent, 90 de leur temps d'écriture pour Rocambole. Donc, c'est une manière de travailler qui est un peu différente de l'édition, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est plus proche de ce qu'on appelle les writing rooms, dans les séries, américaines, ce genre de choses, où il y a vraiment des auteurs qui travaillent à demeure et bah, qui passent leur temps à imaginer les prochaines lectures, et qui sont capables de travailler très vite et de fournir des contenus, aussi à mesure que, moi ou mes équipes les demandons. C'est ça qui est chouette. Par exemple, truc très bête, mais pour Noël, par exemple, on a sorti, je crois, une dizaine ou une quinzaine de séries de Noël, hein. Donc des romances de Noël, des, trucs de science-fiction de Noël et cetera. Bon, c'est des choses qui sont difficiles à trouver en l'état. Par contre,
Quand on a voilà, une trentaine d'auteurs qui travaillent, on a juste à leur dire 2 mois avant, faites-moi 10 romances de Noël pour l'application, quoi. Et du coup, j'ai une question, je me permets de rebondir par rapport à ça. Est-ce que vous avez des critères, des orientations, par exemple, au cahier des charges qui doivent tenir les auteurs les auteurs de la fabrique? Et quand vous les recrutez ou les choisissez de les faire intégrer la fabrique, est-ce que c'est sur des critères spéciaux? Ouais, il y a quand même différents critères. Moi, je fais des appels régulièrement pour faire rentrer de nouvelles têtes dans la fabrique, mais j'en sélectionne très peu, en fait, au regard des candidatures qui me sont envoyées parce que, évidemment, il y a des critères assez objectifs, hein. Il faut savoir écrire, mais il faut savoir aussi non seulement écrire, mais il faut savoir écrire, bien, il faut savoir écrire vite et ça, c'est pas facile, en fait, c'est quasiment le truc le plus difficile et puis il faut savoir écrire sous la contrainte. On peut trouver quelqu'un qui écrit bien et qui écrit vite, mais qui écrira que ce qu'il a envie d'écrire, par exemple. Alors que moi, ce dont j'ai besoin, c'est, j'ai besoin d'un polar qui se passe dans un château hanté et j'en ai besoin pour dans 2 mois. Donc il faut trouver quelqu'un qui soit capable de se fondre dans cette demande, en fait, même s'il y a plein d'écrivains de la fabrique qui nous apportent aussi leurs propres idées. C'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui se coule dans ces 3 critères, en fait. Rapidité, commande et écrire bien. Donc en fait, pardon, vous faisiez le parallèle tout à l'heure avec les maisons d'édition traditionnelles. Ce qui est, effectivement, quand vous envoyez un texte à une maison d'édition, vous êtes parfaitement libre d'avoir, écrit ce que vous vouliez et cetera. Mais les comités de lecture des maisons d'édition, ils retiennent peut-être, 1 des textes. Donc sur 100 manuscrits, vous en avez 99 qui sont refusés. Donc au final, c'est un petit peu la même chose dans le sens où, heu, la maison d'édition, elle retient le texte qu'elle veut publier, donc qui colle parfaitement à ses standards, à ses critères et cetera. Nous, on fait ça aussi. On examine les propositions qui nous sont envoyées, mais effectivement, on en retient, là, le mois dernier, on a reçu une cinquantaine de propositions. Je crois qu'on en a retenu une, parce que voilà, il y en avait qu'une qui collait vraiment, à ce qu'on a envie de publier et simplement qui était lisible, en fait, et qui était prometteuse. Donc en fait, la création de la fabrique, elle a été, justement pour essayer de gagner du temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que ça prend beaucoup de ressources et d'énergie de sélectionner des textes et de les améliorer, de faire tout ça. Donc autant, demander, à des gens qui écrivent très bien d'écrire les textes qu'on a envie de publier et de lire, directement. C'est plus simple. Bah, Moi, je trouve que vous avez un processus éditorial similaire aux autres maisons d'édition, très, très cadré. Mais en fait, vous avez vraiment l'impératif de rapidité, en fait, que peu, que peu d'autres organismes ont, en fait. Mmh. Oui et puis, il y a un côté super excitant, hein, quand on a bossé dans l'édition et qu'on sait très bien qu'entre le moment où on commande un bouquin et le moment où on le publie, il peut s'écouler 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, par exemple, ce matin encore, j'ai commandé un texte à mon équipe, je sais que dans 1 mois et demi, il est sur l'application, hein. Donc c'est super chouette, on peut rebondir sur des sujets s'il y a s'il y a des sujets qui génèrent le débat dans la société, par exemple, ou qui, génèrent la discussion sur les réseaux sociaux, on peut dire: «Bon, ce serait pas mal de faire un texte de fiction là-dessus», ça peut être aussi un éclairage différent sur ces questions de société par le prisme de la fiction. Donc ça nous donne une réactivité qui est super chouette, et en tout cas en tant qu'éditeur qui est super stimulante. Au niveau, par exemple, de la quantité de lecture, en tout cas de la quantité de texte, vous fonctionnez, en tout cas vous le présentez sur l'application, vous fonctionnez en temps de minutes de lecture. Mmh. Et c'est vrai que, alors que logiquement dans l'édition traditionnelle, on ne parle pas de 115 minutes de lecture, on parle plutôt de chapitres ou en tout cas de pages surtout. Ouais, ouais. Est-ce que du coup c'est pas aussi stimulant et ça change, enfin j'imagine que ça doit changer aussi de demander ça à des... Après c'est aussi une contrainte, d'utilisation. Oui, C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une librairie, vous prenez un livre dans la main, vous regardez, c'est écrit petit, c'est écrit gros, combien il y a de pages il fait, vous le soupesez, est-ce que c'est lourd?
Et puis votre cerveau, il fait automatiquement la conversion. Celui-là, je vais le lire en 1 heure, celui-là, je vais le lire en 1 mois. Sur le numérique, je ne peux pas sous-peser chaque série pour voir quelle longueur elle fait. Donc, mettre une indication de temps, c'est aussi une manière pour les gens de se projeter dedans et de se dire, voilà, j'ai 15 minutes à tuer, je vais prendre une série qui dure 15 minutes et si j'ai plus longtemps, je prends une série plus longue. Donc, c'est plus du confort pour l'utilisateur, en fait. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Et oui, vous avez hâte. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à discuter en prenant nos cafés. Même jour. Même heure. Même podcast.